Donc, toutes les lois et règlements n'ont pas la même profondeur et la même complexité. C'est ce qu'on est en train de comprendre dans tous les pays du monde. Parce que vous nous avez parlé des pays en voie de développement, vous nous avez parlé aussi des pays en Amérique du Nord, notamment le Canada, dans la province de l'Ontario. Non, en effet. Ayant travaillé au Canada, aux États-Unis, dans quelques pays d'Europe, au Mexique, en Asie, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et dans plusieurs pays d'Afrique, je peux vous dire que non, effectivement, il y a quand même des différences importantes entre les pays industrialisés et les pays en voie d'industrialisation. Et c'est bien là le rôle du législateur, en fin de compte, de concevoir et de publier et de faire respecter, ce qui est vraiment important, des lois et règlements santé-sécurité qui protègent le travailleur en fonction des risques qu'ils encourent à leur travail. Donc, en fait, c'est d'obliger les entreprises à mettre en place les éléments de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Okay. D'accord, M. Claude, ça, ceci est très clair aussi. Et puis, ces lois et règlements sont créés et adoptés par le législateur afin de protéger, en un mot, les individus, que ce soit les travailleurs, la population en général. Voilà qui est très clair. D'accord, M. Claude, mais on a parlé de rôle et responsabilité. On a bien compris le rôle du législateur. Mais qu'en est-il de ses responsabilités? Bon, voilà, encore une fois, c'est quand même un vaste domaine, puisque les législations ne sont pas les mêmes, les législateurs ne sont pas les mêmes, mais essayons de rester pragmatiques et de définir les responsabilités de base dont devraient s'acquitter tous les législateurs. En fait, on pourrait décliner les responsabilités des législateurs selon 3 catégories distinctes, mais elles sont toutes interreliées. Okay. Premièrement, ils sont responsables de publier les lois et les règlements et de les rendre accessibles aux entreprises. Les textes doivent être facilement accessibles sous format papier ou électronique. De plus, les législateurs sont tenus de maintenir ces textes à date et de publier toutes les mises à jour. Généralement, les lois et règlements font l'objet d'une publication par année à laquelle s'ajoutent des mises à jour s'il y a vraiment un changement fondamental ou quelque chose s'est passé, on a vu qu'il y a vraiment un trou béant, alors on va aller de l'avant avant même qu'il y ait un an d'écoulé. Ensuite, deuxièmement, ils sont responsables de faire respecter ces lois et règlements en ayant un service d'inspection bien formé et en nombre suffisant afin d'être en mesure d'inspecter un nombre d'établissements suffisant et de faire face aux urgences. C'est souvent un service susceptible de corruption dans plusieurs pays en voie d'industrialisation, puisque les entreprises qui ne respecteraient pas les lois et règlements, on va les fermer ou on va leur donner des amendes. On va les mettre à l'amende ou différentes choses peuvent se passer avec l'entreprise. Donc, malheureusement, dans certains pays, c'est probablement une des choses qui doit être corrigée rapidement, puisque les inspecteurs, souvent qui, à leur décharge, sont mal payés dans plusieurs pays, n'ont que très peu de moyens. Moi, je me souviens même d'un pays où les inspecteurs se plaignaient de même pas avoir le carburant pour se déplacer sur les lieux d'inspection. Donc, à quoi on peut s'attendre quand on met des gens dans des conditions comme ça, en fin de compte? Est-ce que les inspecteurs sont bien formés, M. Claude? Mal payés, mal formés? Je pense que bon, je ne vais pas parler pour tous les pays, mais la grande majorité des pays on sait, n'ont pas la formation. Voilà, donc, écoutez, je peux vous parler d'Amérique du Sud dans certains pays. Il y avait un manque flagrant de formation. Dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest où j'ai évolué, il y a aussi un très grand manque de formation, en fin de temps. Voilà. Parce que dans le fond, si on ne sait pas ce qu'on va aller inspecter d'ailleurs dans des entreprises
comment nous pouvons mieux aider les travailleurs ou implémenter les tests qui sont écrits par le pays. Ça va être difficile. Voilà, et en plus, il faut se souvenir que le législateur, ils sont responsables pour l'application et le suivi des mesures correctives qui sont imposées par les inspecteurs. Donc, si les inspecteurs n'en imposent pas, on ne peut pas savoir ce qui se passe, il n'y aura pas de suivi, donc il y aura très peu de chances qu'on va corriger des situations à risque ou même des situations qui ont déjà causé la mort ou des blessures sérieuses. Enfin, aussi, je veux dire, les législateurs sont responsables pour la mise en œuvre des mesures administratives et financières et parfois juridiques du non-respect des lois et règlements ou encore du refus de mettre en place des mesures correctives imposées. Encore une fois, s'ils ne sont pas informés, comment est-ce qu'on peut le faire? On n'arrive pas à corriger les choses. Très bien, M. Claude, c'est un passage vraiment éclairant et puis merci beaucoup pour ça. Pouvez-vous nous donner des exemples de mesures administratives, financières et juridiques, des exemples concrets? Ben oui, certainement, et c'est même assez facile. Bon, au niveau de la fermeture temporaire d'une section d'une entreprise, par exemple, ou de l'entreprise au complet, c'est vraiment des choses... Ça, il n'y a plus d'activité. Voilà. La mise hors service d'une machine jugée dangereuse, qui peut empêcher l'entreprise justement de produire ses biens, ça, c'est des mesures administratives, en fin de compte. Maintenant, l'imposition d'amende ou l'augmentation du taux de cotisation pour une entreprise sont des exemples classiques de mesures financières. Hein? On peut parler de la condamnation à payer des dommages à des travailleurs ou à leurs familles. La condamnation même d'un ou de plusieurs de ses dirigeants sont des exemples de mesures juridiques. Voilà. Très bien, M. Claude. Et puis, pendant que vous étiez en train d'intervenir, j'ai noté ici fermeture sur les mesures, sur des exemples des mesures administratives, la fermeture de l'entreprise. Ça, ce sont des situations, ce sont des faits qu'on ne voit pas souvent dans les pays en voie d'industrialisation. Je ramène le point parce que je sais qu'il y a beaucoup de travailleurs sont concernés par rapport à cela. Et donc, ça ne pousse pas les entreprises à corriger la situation dangereuse, mais à remplacer un travailleur qui est blessé ou malheureusement qui est décédé par un autre. Qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à ça? Bien, écoutez, c'est vraiment le rôle du législateur de le faire appliquer, mais malheureusement, si à la base, ils n'ont pas les ressources pour le faire. Hein, comme je vous dis, les législateurs doivent s'assurer de 4 autres domaines vraiment importants si on veut être sûr que la législation est mise en place, qu'elle est comprise et qu'elle est implémentée dans les entreprises. Donc, encore une fois, ils doivent s'assurer d'avoir des ressources compétentes pour faire des enquêtes d'accidents qui peuvent survenir dans leur juridiction. Et là, on parle du plus simple cas jusqu'à des cas extrêmes, comme par exemple un écrasement d'avion, un accident dans une centrale nucléaire. C'est ce qu'on retrouve dans à peu près tous les pays industrialisés qui ont ce type d'activité industrielle. Deuxièmement, ils sont responsables de la diffusion de l'information nationale ou provinciale ou régionale, en fin de compte, dépendant de l'organisation du pays, pays, en matière de santé-sécurité. On peut parler de bulletins d'information, des modifications aux lois et règlements, les statistiques concernant la santé-sécurité. Ça peut même aller jusqu'à la publication des infractions et du nom des entreprises fautives. Je peux vous dire qu'ici au Québec et en Ontario, en tout cas, dans ces 2 provinces, je suis familier, ce sont des choses qui se font. On voit à chaque mois apparaître la liste des entreprises fautives. Si je regarde aux États-Unis avec le NOSA, on peut même voir à chaque année la liste des entreprises fautives et il y a même la liste des 10 entreprises les plus fautives. Voilà. Donc, il y a des conséquences. Il y a aussi l'atteinte à l'image, parce que moi, en tout cas, je ne voudrais pas aller travailler dans une entreprise où des travailleurs sont en train de se blesser gravement ou de mourir. Donc, ici, en général, c'est ça la mentalité. Les gens ne voudront pas. L'image est atteinte et puis aussi, c'est-à-dire que
le public est au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. Oui. Mais on va souligner ici que c'est loin d'être le cas dans les pays en voie de développement.